Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Cynthia, j'ai 42 ans. Et là, je vous accueille dans ma petite boutique, ma petite friperie Urban Vintage. Donc, moi, alors, ma meilleure amie, que j'ai rencontrée, j'étais au lycée. J'avais 15 ans et on nous a présenté, c'est marrant, j'avais un ami, en fait, c'était son amoureux et on a 6 mois d'écart, donc du coup, on avait 1 an, en fait, de décalage scolaire. Et on nous a présenté, je me rappelle dans la cour, et ça a été un coup de foudre amical instantané. Et ça, et du coup, on s'est pas lâché depuis nos 15 ans. Et donc, on a vraiment grandi ensemble, évolué ensemble. On a eu nos bébés ensemble. Enfin, c'était juste extraordinaire. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, donc ma copine Caroline, à 30 ans, elle a eu son premier cancer du sein. Et du coup, ça a été une épreuve qu'on a traversée ensemble. Et on pensait qu'il y aurait eu que cette épreuve là, et en fait après, quand elle a eu son premier bébé, ça a été 1 an et demi après qu'elle a déclenché son premier cancer du sein. Elle a attendu quelques années parce qu'elle a eu la chimio et tout ça, et en fait quand on lui a dit qu'elle pouvait avoir un deuxième bébé, 1 an et demi après, donc du coup elle n'a pas déclenché le cancer comme le premier, c'était un pré-cancer, mais qui a du coup été un peu plus fulgurant, et du coup Caroline, elle s'est éteinte, elle avait 36 ans, et mais du coup voilà, ça va faire presque 5 ans, mais je voulais absolument parler aujourd'hui parce que en fait, je trouve que l'amitié continue toujours par plusieurs biais, et je voulais vraiment en témoigner. En fait, moi, Caroline, elle a beaucoup voyagé, elle était aussi souvent à l'étranger, et pour son premier cancer, en fait, elle n'était pas à Paris, parce que moi, je suis de région parisienne, et du coup, elle m'a téléphoné pour le premier, et comme c'est quelque chose que, je m'attendais pas du tout. Moi, la seule chose, en fait, c'est 15 jours avant, elle m'avait dit quand tu vas chez la gynéco, est-ce que quand elle a fait la palpation, elle fait bien attention à l'appui et tout ça? Je dis oui, on sent c'est sous les bras, sur les seins et tout ça. Je dis pourquoi tu me poses cette question? Et elle m'a dit parce qu'il y a 15 jours, j'ai été chez la gynéco. Je trouve qu'elle a fait très vite, et là, je suis comme une micro-boule. Elle dit je dis écoute, on sait jamais, il va y avoir une deuxième gynéco, voilà, qui soit un peu plus insistante. Et on était resté à ça. Vraiment, elle m'a dit, voilà, c'est sous la douche, en me lavant, j'ai vu que j'ai une petite boule au-dessus du sein. Et en fait, donc, elle a fait des examens complémentaires et ça s'est révélé être un cancer. Et donc, moi, elle me l'a annoncé par téléphone. Et en plus, quand on a 30 ans, pour le contexte, c'est qu'on venait d'avoir nos bébés qui avaient 1 an et demi, et on est au début de notre petite vie de jeune maman. Et c'est la sidération. Enfin, c'est vraiment la sidération. Et moi, quand elle me l'a dit, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis mise à pleurer, je me suis effondrée. Au bout de 3 secondes, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, il faut que je la soutienne, faut pas que... Et je me suis surpris, j'ai dit, ok, on va traverser ça ensemble. Elle était soutenue, heureusement, elle avait un mari, une maman, des sœurs extraordinaires. Et j'ai dit, ok, on y va, quoi. Et en fait, ça a été, du coup, je ne l'ai pas lâché pour rien. Donc, même si on n'était pas, au début, avec des allers-retours à Paris, mais je ne l'ai pas lâché. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, c'est que même si des fois, les gens sont un peu loin physiquement, il faut être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'au début, elle était abasourdie, vraiment, et de ne pas comprendre ce qui se passe, parce que c'est une telle violence dans une petite vie de maman. Et je pense que très tôt, elle a été combative, mais toujours radieuse. C'est-à-dire que Caroline, c'était quelqu'un qui était très solaire, et du coup, même si il y avait des inquiétudes, il y a eu des scènes, on était obligé de rire, alors qu'on se dit c'est pas possible de rire de ça, mais avec elle on est obligé tellement elle est comique, vous voyez, c'était un peu malgré elle, et ça c'est sympa aussi parce que ça dédramatise les choses. Premier cancer, ça a été à stade 3 tout de suite, et donc du coup, nous panique à bord, stade 3 c'est beaucoup, enfin ouais, et en fait, elle a pas eu besoin en fait qu'on lui retire le sein. Elle a eu la chimio, elle a assez bien réagi, même si c'était dur et tout, et du coup, elle a été soignée dans les mois qui ont suivi. Et après, du coup, elle avait un contrôle, parce qu'elle était quand même assez jeune pour avoir un cancer, donc elle avait des contrôles après tous les ans. Elle a su, en fait, pour son deuxième pré-cancer, c'est qu'un été, moi je me souviens, pareil, elle m'a appelé, parce que nous, entre copines, on parle de tout, et elle m'a dit, oh Cynthia, est-ce que tu as déjà eu un écoulement dans un sein? Et j'ai dit, non, jamais, pourquoi? Et elle me dit, c'est l'autre sein, là, mais tu sais... je sais pas, c'est bizarre. Et je dis, écoute, t'as une super chirurgienne et tout, appelle-la. Et du coup, elle l'a appelée, et la chirurgienne, qui a été très, très, je pense, sérieuse, lui a dit, quand ils ont fait une mammographie, le sein était un peu enflammé, mais aucun signe de cancer. Et ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a pris un tissu vraiment derrière le sein. Et c'est là que, en fait, la chirurgienne a vu que c'était précancéreux. Et ce qui est fou, c'est de se dire, c'est que, vous voyez, des fois, on a peur, c'est un stade 3 comme le premier, on se dit, oh là là, comment on va s'en sortir? Et ça en était très bien sorti. Et là, le pré-cancer, en fait, après, il a été un peu fulgurant, et on s'y attendait pas. Puis elle avait très régulièrement, c'est ce qu'on appelle un TEP scan. En fait, on la scannait, elle avait les prises de sang et tout ça. Et moi, je me souviens, quoi,
la joie quand il n'y avait rien, quand les prises de sang étaient bonnes et tout ça. Donc il y avait toujours ce stress-là. C'était un peu des deadlines comme ça. Tel jour, il y a une prise de sang. Et du coup, même dans ça, je l'accompagnais. En fait, je dis, allez, on y va, je suis là, t'inquiète pas. Enfin, elle m'appelait tout de suite dès qu'elle avait les résultats. Parce que je pense qu'il faut vraiment être derrière, en fait, nos amis, nos sœurs, nos mamans. Parce que le truc, c'est que moi, il y a une phrase qui est un peu dramatique qu'elle m'a dit. C'est quand elle a eu son deuxième, en fait, cancer. Elle m'a dit, je crois que les gens, ils sont habitués à ce que je sois malade parce que le premier, j'étais hyper entourée et le deuxième, j'ai mes proches, mon petit noyau, mais les autres ne sont plus là. Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Et puis, il y a aussi des proches. Moi, je me souviens qu'elle m'avait dit, je pense qu'elle était foncièrement inquiète, mais que les gens ne réagissent pas tous pareil. Et il y en a, ils vont avoir une certaine dureté pour essayer de mettre un espace entre l'événement et eux, tellement ils aiment la personne. Et ça, c'est quelque chose pareil qui l'avait un peu marqué. Mais heureusement, après, son noyau proche était très là, heureusement. Et on disait tout le temps qu'on l'aimait, on la soutenait. Ouais. Moi, en fait, c'est comme je dis, le premier coup de fil où elle m'a dit à 30 ans qu'elle avait son premier cancer, je me suis effondrée 3 secondes et après j'ai dit non, c'est fini. Là maintenant, ton job de copine, ça va être en fait de la soutenir, ça va être d'être tout le temps là, de la rassurer, même sur des choses où des fois je connaissais pas, où je me suis dit, mais j'étais très rassurante parce que je pense que c'est important parce qu'elle avait besoin. Parce que c'est vraiment l'inconnu. Et je me rappelle, moi, même avant qu'elle décède, elle avait eu besoin d'une transfusion. Et moi, je sais que j'en avais déjà eu une parce que j'avais eu un souci médical et tout. Et j'ai dit, mais tu sais, c'est rien, c'est impressionnant. Mais tu vois, tu vas être bien. Tu vois. Et elle m'a dit, oh là là, merci toujours pour tes mots rassurants. Et parce qu'il fallait. Parce que je pense qu'il y a tellement un contexte médical qui fait peur qu'avoir quelqu'un qui est calme et qui rassure, ça fait du bien. Je suis un peu émue quand je vais en parler, mais il y a un truc qui était important, c'est qu'en fait, quand elle a vu le deuxième cancer, qu'elle avait des métastases, moi, elle m'a appelée, elle m'a dit, oh là là, Massine, j'ai des métastases, et puis elle commence à m'énumérer où elle en a, et je me rends compte qu'elle en a partout, mais on est toujours dans le déni, c'est-à-dire que nous, t'as des métastases, mais elles vont partir. Oui, c'est vrai, enfin, on n'arrive pas à se dire, voilà. Et du coup, mais elle me dit, ouais, c'est sur la hanche, c'est sur là, c'est sur là. Et elle avait très peur. Et là, je lui ai dit, écoute, ok, ça fait peur qu'il y ait des métastases sur les os. Et je lui dis, j'ai senti qu'elle avait besoin d'être rassurée. Et je lui dis, écoute, c'est pas dans les os, c'est grave, mais c'est pas si grave. Ah, elle m'a dit, merci Massine, t'as raison. Et en fait, j'en savais pas du tout, mais j'ai senti qu'elle avait besoin de ça. Et ça, je pense qu'il faut le donner parce que je pense que ça donne de la force aux malades. Oui, oui, j'ai été très, très soutenue. Moi, j'ai eu ma mère qui était un soutien. Et j'ai eu une de mes cousines et j'ai eu une autre amie qui a été très, très proche. Parce que c'est vrai qu'en fait, le truc, c'est faut tellement assurer, vous voyez, quand elle est là, quand on est au téléphone, que c'est vrai que quand on raccroche ou des fois on s'effondre, et des fois elle me disait des mauvaises nouvelles, et j'essaie toujours d'être positive, et quand je raccrochais, j'étais effondrée, mais je pouvais pas lui montrer. Et c'est vrai que heureusement que j'ai eu comme ça des proches, moi, qui ont été là, mais que ça soit pendant ses cancers ou quand elle est décédée, j'ai eu la chance d'être très bien entourée. Alors oui, mais pas tout de suite. En fait, ce qu'on se rend compte c'est que quand il y a un décès comme ça, pour même qui est fulgurant, perdre son ami à 36 ans, on se dit c'est pas possible, c'est ingérable. Je pense que pas pareil, j'étais comme pour les annonces des cancers, de la sidération totale, parce qu'en fait, pour expliquer le contexte, c'est que c'était la fin du premier confinement. Et en fait, donc, quand elle est hospitalisée, nous, on n'avait pas le droit déjà, même si on pouvait sortir, nous, à Paris, on n'avait pas le droit de changer de région. On n'était pas la famille. Donc, du coup, moi, j'apprends qu'elle est à l'hôpital, donc on s'appelle. Et comme elle était très, très fatiguée, ils voulaient lui faire une transfusion. Donc, moi, j'ai vendredi au téléphone... Comme d'habitude, on se parle, on se dit encore 2-3 bêtises parce que c'était notre moyen de communiquer. Je pense que ça nous est du bien aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le samedi matin, elle s'est éteinte le coma. Et moi, le vendredi, je lui avais dit, écoute, comme tu as ta petite intervention, je te laisse te reposer et je t'appelle dimanche. Et dimanche, elle répond pas. Et du coup, je lui dis, ah, ma pucette, tu dois dormir, pas de souci, je t'appelle demain. Et c'est quand j'ai vu qu'elle répondait pas que j'ai un peu paniqué. Et là, j'ai eu son mari au téléphone qui m'a dit, écoute Massine, je suis désolée, mais je n'est pas sûre qu'elle se réveille. Et là, j'ai dit, mais on me parle de quoi? Enfin, c'était une réalité que j'ai pas voulu voir, hein, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, il y a 2 jours, je l'avais au téléphone. Et du coup, moi, j'ai eu ses sœurs tout de suite au téléphone qui partaient là-bas. Mais c'est ça, ce qui est terrible, c'est quand c'est ce moment ce confinement-là, déconfinement, c'est que du coup, moi, j'ai assisté à rien, parce qu'on ne pouvait pas, on était plusieurs amis complètement désolés de pouvoir assister à rien. Et heureusement, ce qui m'a fait énormément de bien, c'est qu'elle a une de ses petites sœurs qui a compris notre désarroi, je pense en tant qu'amie, parce que c'est-à-dire qu'elle est décédée, donc elle a dit des mots pour moi, sa sœur, parce que j'ai pas pu l'embrasser à l'hôpital, parce qu'on n'avait pas le droit de partir de Paris, parce qu'elle était à Marseille. L'enterrement, n'a pas pu assister parce qu'il fallait être que 12 et que nous, on ne pouvait pas bouger. Enfin, j'ai
tout a été hyper dur en fait pour faire un deuil. Et heureusement, il y a une de ses sœurs quand même qui m'a énormément aidée et qui m'a tenue au courant de tout. C'est-à-dire que quand elle est décédée, elle m'a envoyé un très long message, elle m'a appelé, là elle me dit voilà, là ça va être tel jour l'enterrement, il y aura telle musique. Et c'était, ma petite Cyrielle, elle va voir la vidéo, donc merci pour ça. Parce qu'en plus, la douleur de perdre sa sœur, elle a été hyper présente pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est quand elle est décédée, nous, en plus moi j'ai réouvert la boutique, donc tout le monde arrivait parce qu'on avait été comme ça dans un truc où on était tous fermés, donc tout le monde était très joyeux. Et moi, j'étais dépitée. Et je me suis dit, mais comment je vais gérer? Et en fait, au bout de 3 jours, donc 3 jours après son décès, moi, je me suis réveillée un matin avec une énorme douleur au ventre. Et je me suis dit, bon, je sais ce que c'est parce que je suis contrariée, parce qu'elle est décédée. Et j'ai pas prêté au début plus attention que ça, mais j'avais mal au ventre tous les jours. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'ai vu que j'avais déclenché une maladie, en fait, qui s'appelle le côlon irritable. Et en fait, c'est que, je pense que c'était tellement insupportable pour moi, mais je voulais pas me le dire. Et puis, il faut que moi, la vie, c'est terrible, mais continue. Moi, elle est décédée une semaine après, c'était l'anniversaire de mon fils. Il avait fallu que je fasse son anniversaire dans la joie et tout ça. Et je pense que du coup, c'est le corps qui a parlé à ma place. Et du coup, j'ai eu ça pendant 2 ans. Mais en même temps, cette douleur, c'était bizarre. C'était comme si ça me rassurait. Parce que en fait, c'était... elle est encore un petit peu là, si j'ai mal. Il y avait, vous voyez, c'est très bizarre en fait de gérer ce deuil-là. Et en fait, donc moi, ça va faire bientôt 5 ans. Et il y a 1 an et demi, en fait, moi, c'est mes parents qui m'ont dit, écoute, on pense que tu as besoin d'avoir quelqu'un. Et je lui dis, pourquoi? Parce qu'on me dit, ok, on sait que c'est très dur, mais on voit que tu fais pas du tout ton deuil. Et j'ai dit, mais je ne peux pas faire ce deuil-là. Enfin, c'est pas possible. Et puis c'est tout, c'est passé les 40 ans sans elle, parce que nous on avait 6 mois de différence, donc j'ai eu l'impression de vieillir d'un coup. Et là je me suis dit, bon ok, faut peut-être que j'aille voir quelqu'un. Mais j'étais pas convaincue, mais je me suis dit, bon ok, j'y vais, je vais voir. Puis en fait j'en avais énormément besoin, parce que je me suis rendu compte que mon deuil n'était pas fait, que j'en parle encore au présent. Et en fait le psy m'a dit quelque chose qui était important, c'est qu'il m'a dit, mais là, donc c'était il y a 1 an et demi, donc ça veut dire que comme ça a été décidé il y a 3 ans, il me dit, mais elle est trop près de vous, c'est-à-dire que là, c'est comme si vous la tenez, mais pour vous, c'est pas bon, mais pour elle non plus. Il faut la laisser partir. Et en fait, c'est là l'importance d'aller voir un psy. Je lui dis, mais moi, j'ai pas les outils. En fait, je sais pas comment faire pour la laisser partir parce que je peux pas la laisser partir. J'ai l'impression de l'abandonner. Il me dit, non. Et c'est tout ce travail-là, en fait, que j'ai fait pendant 6 mois. Ça a été de dire... il faut que je la laisse partir, je l'abandonne pas. Mais du coup, on se trouve seul, vide, vous voyez, parce que du coup, elle paraît loin, alors que non. Enfin, et là, je me dis, ça va faire 5 ans et j'ai l'impression que c'était encore hier. Mais du coup, je me suis dit, le deuil, c'est peut-être pas pour moi le mot adapté, parce que je me dis, ça nous correspond pas. Parce que nous, t'es tellement marrant tout le temps dans la joie. J'ai dit, ok, t'es là, mais d'une manière différente. Donc du coup, je vais te parler souvent. J'ai une petite photo d'elle, le matin, je lui parle, ou vous voyez, le soir. Et elle est là. Donc, elle est plus là physiquement, mais pour moi, elle est tout le temps là quand même. Et ça m'a permis d'avancer. Mais il faut pas hésiter d'aller voir quelqu'un. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand elle est décédée, moi, son mari, je le connais, mais je le connais parce que les maris des copines, on les voit de temps en temps, mais c'est des copines, voilà, qu'on voit. Et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, je serai toujours là pour vous. Mais ça a été, il m'a dit, merci Massine et tout. Et j'ai tout de suite fait un colis, en fait, pour les filles, avec des gros nounours, des trucs un peu doux, un peu réconfortants. Et je me suis dit, je ferai ça tout le temps pour qu'elles sachent, en tout cas, que leur tata, moi je suis une tata de cœur, mais je serai là. Donc là, à toutes les rentrées, à tous les anniversaires, à tous les Noëls, à tous les Pâques et tout, j'envoie des gros colis pour les filles. Parce que je me dis, quand elles ouvrent leur petit colis, c'est une petite joie. Et alors, il y a le papa qui assure, mais vraiment génial. Mais je me suis dit, il sait pas qu'il faut des élastiques avec des paillettes, des trucs de filles que nous on aime bien. Genre, moi, comme j'ai un petit garçon, du coup, je m'éclate avec une petite nièce. Et ça me fait plaisir parce que je me dis, elles sont contentes quand elles ont leur petit colis. Et puis moi, je garde le lien aussi avec elles. Et je remercie aussi beaucoup leur papa, Sébastien, parce qu'il a compris, je pense aussi, ma peine. Et il est présent aussi dans ça, quoi. On s'est quand même soutenu, il m'envoie des photos des filles, il a pris le relais un peu de ce que Caro faisait. À chaque rentrée, on s'envoyait des photos avec les belles petites de nos enfants. Lui, il a continué, alors que c'est pas forcément son truc quand c'est un garçon. Et il a pris le relais sur ça. Et ça, je trouve ça beau. Du coup, ça fait un beau lien. Et avec ses sœurs, sa maman, voilà, on a des petites nouvelles et tout. Mais il y a une de ses sœurs qui m'avait beaucoup aidée durant le décès, avec qui j'ai vraiment recréé une nouvelle amitié. Et on est très, très soudés. Parce que moi, ces petites sœurs, comme Caro, je l'ai connue à 15 ans, ses sœurs, je les ai connues, ça avait 13 ans. Et du coup, je suis hyper contente de ça. C'est la vie et une amitié qui continue, mais différemment. Et je trouve ça beau. Il faut trouver, en fait, mais c'est pas tout de suite, mais je pense qu'il faut trouver, parce que les gens qui sont aidants et proches,
il y a ce sentiment de vide et qu'est-ce qu'on fait? Et je pense qu'il faut tout de suite penser aux très très proches et après trouver, mais ça prend du temps, un rythme en fait pour continuer cette relation mais différemment. Moi je me suis dit, il y avait une amie à Caro en fait qui s'appelle Angie qui est très bien et qui est dans le sud et qu'on s'est vu un peu au lycée, mais on se connaissait pas forcément et ça a été juste des petits messages 3-4 fois par an. Mais ça fait du bien parce qu'en fait, on s'est dit, bah, elle ressent la même douleur que moi et ça fait du bien de pouvoir partager ça. Et même si j'étais très entourée, il n'y avait pas plus gentil que mon entourage, je crois que si on le vit pas, on ne peut pas ressentir ce vide absolu, puis continuer sa vie, quoi. C'est qu'en fait, on était des jeunes filles, jeunes femmes, et moi, je continue sans elle. Et c'est vrai qu'en plus, bah, moi, j'habite à côté, donc vous n'étiez tout le temps. Bah, ouais, donc moi, elle est partout, et c'est compliqué d'essayer de se remonter ça. Puis à chaque fois, comme je l'avais au téléphone, et on se racontait des bêtises, et après, elle me dit, mais arrête, tout va se demander pourquoi je rigole. Et puis, elle était hyper drôle, par exemple, elle a dit au médecin, non, mais attendez, moi, quand je fais ma chimio, vous me laissez passer la première. Hein. Parce que quand je vois la tête des autres qui font leur chimio, ça va me déprimer pour la journée. T'es là, mais c'est pas possible, t'as pas dit ça au médecin. Ah bah si, j'en ai marre de voir les autres, ils rigolent pas. Je dis, ouais, mais c'est une chimio, ils sont un peu tristes peut-être. Ah oui, mais bon, ça va. Hein. Et ça, c'était Caro. Elle m'a fait rire une fois, elle me racontait, parce qu'elle est restée très, très sportive, malgré le fait qu'elle ait eu ses 2 cancers. Et elle m'a raconté qu'un jour, elle était à la piscine, et donc du coup, avec son petit bonnet, parce que du coup, elle avait plus ses cheveux. Et au moment d'aller se changer, en fait, il y avait un problème avec les cabines individuelles, donc il n'y avait que les cabines communes. Et là, elle m'a dit, ah, c'était trop pour moi, Massine, d'enlever mon bonnet et de mettre ma perruque devant les femmes. Je dis, bah, qu'est-ce que t'as fait? Elle me dit, je suis sortie trading avec mon bonnet de piscine sur la tête. Et elle me dit, il y a tout le monde qui m'a regardé. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, ah non, mais au moins ça, j'ai assuré. Je pouvais assumer mon petit bonnet de piscine. Et elle m'a raconté, pareil, une fois, elle sortait de chimio. Et après, elle était en voiture. Et c'était très drôle parce qu'elle m'a raconté qu'elle avait enlevé sa perruque en voiture parce que ça gratte, c'est pas agréable. Et elle se gare. Et en fait, elle l'avait pas partagé à tout le monde, ce cancer. Il y avait des voisins, par exemple, elle, qui ne savaient pas. Et au loin, elle voit une voisine qui arrive. Et elle m'a dit, oh, je prends ma perruque dans mon sac, je la mets vite. Et elle me dit, je parle à la voisine et je vois que la voisine, elle me regarde bizarre. Et je dis, mais pourquoi ce regard bizarre? Et elle me dit, ah bah j'ai compris, quand je toque à la porte et qu'on m'arrive, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Et elle me dit, j'avais la frange qui était sur le côté, la mèche là. Et ça, c'était Caro. C'était vraiment ce truc, même quand c'est pas possible que ça soit drôle, avec elle, c'était drôle. Et ça, c'est des moments géniaux. Elle était éclatée de rire quand elle me l'a raconté. Et c'était marrant, c'était ce mélange de force incroyable, et en même temps cette joie. Elle a été très courageuse tout le temps, et en même temps cette joie, c'est que c'est une battante, mais toujours gentille comme elle a toujours été. Alors je sais que oui, en fait, il y avait une association qui était pas loin de chez elle, où elle pouvait avoir des petits soins, il y avait une piscine, et c'était que des personnes qui avaient soit le cancer ou qui étaient en rémission, et qui avaient besoin de se retrouver, mais un peu tranquille, voilà, parce que et du coup, elle m'avait dit que ça lui avait fait beaucoup de bien. Parce qu'il y avait des massages, il y avait plein de choses, du sport et tout, mais elle m'a dit, je sais que ça lui avait fait beaucoup de bien de se retrouver. Et quand elle avait été guérie et bien, elle m'avait dit, bon, bah ça y est, j'ai plus besoin, mais ça avait été sa petite bulle, elle m'avait dit, je crois qu'elle avait même eu un peu de maquillage ou des choses, et ça l'avait vraiment fait du bien, mais dans sa féminité. Et puis il y a un truc, mais vraiment qui m'avait hyper touchée. Je me souviens quand elle avait eu son 2e cancer, quand malheureusement, il y avait un sein qu'elle n'avait pas pu garder. Elle m'avait dit, avec les copines, c'est comme les sœurs, on parle de tout, et elle m'avait dit, oh là là, je me sens maintenant à moitié femme, et même par rapport à mon mari, je vais mettre un t-shirt et tout. Et je crois que son mari, il lui avait dit, mais une phrase, mais tellement adorable, c'était, mais que t'aies un sein, 2 seins ou 0 sein, je m'en fous. Moi, le bonheur, c'est de me réveiller le matin à côté de ma femme. Et je crois que ça l'avait complètement décomplexée. Et ça, c'est hyper important. Parce que moi, j'ai cette semblable d'un mari qui a été extraordinaire. Mais moi, en étant commerçante, moi, j'ai des clientes aussi qui sont atteintes de cancer, qui viennent pour les bandanas, pour mettre des petits foulards et tout ça. Et moi, j'ai des clientes qui ont été quittées pendant ce processus de guérison. Et c'est terrible. Et c'est pour ça que moi, je remercierai toujours son mari d'avoir été présent, puis d'avoir eu cette phrase. Je pense qu'il a tellement rassuré en tant que femme. Parce que je me dis, en plus, souvent, les femmes, elles ont beaucoup, il y en a beaucoup comme qui ont des enfants et tout ça. Et je me dis, il faut tout gérer tout seul, plus la maladie. Et heureusement que pareil, qu'il y a des aidants qui sont là et des proches, parce que oui, c'est la période de ta vie où tu as le plus besoin de ton conjoint. Mais je vois, de toute façon, la maladie fait peur. Moi, je vois, par exemple, quand j'ai mon grand-père qui est décédé, ma grand-mère s'est retrouvée veuve assez jeune, et à une soixantaine d'années, et en fait, elle faisait plein de voyages avec des couples d'amis. Et quand ma grand-mère s'est retrouvée veuve, plus personne ne l'a appelée. Et elle me dit, mais je comprends pas, ça faisait 10 ans qu'avec son grand-père, en partant en voyage avec ces gens-là, plus personne ne l'a appelée.
c'est terrible. C'est-à-dire que même celui qui reste seul, il se retrouve seul et il y a plein d'amis, des couples souvent, qui n'appellent plus. Ou ça fait peur, ou parce que maintenant elle est toute seule, c'est moins intéressant. Ou, moi, je sais que ma grand-mère m'avait dit, mais moi je me suis retrouvée complètement isolée au décès de ton grand-père et avec des amis qu'on connaissait et qu'on adorait. Hein. Évidemment que ça fait peur, le cancer et tout ça, mais je pense qu'aider l'autre est beaucoup plus important et que nos peurs, après, on va en parler avec d'autres aidants pour nous, mais je pense que nous, les proches d'une personne malade, il faut absolument qu'on se pose même pas la question, quoi, qu'on soit soudés, qu'on soit dans le réconfort, dans le rire, parce que sinon, on peut pas laisser les gens seuls face à ça. Moi, je pense que ça soit son mari, même ou ses sœurs, tout était rythmé aussi par rapport aux chimios, par rapport à tout ça. Et moi, je sais que ses sœurs qui ont été très présentes, alors qu'elles vivent à Paris, hein, on fait beaucoup d'allers-retours. Son mari, pareil, je pense qu'il s'est mis aussi. Lui, il avait une grosse entreprise, il a tout arrêté pour être là. Enfin, et c'est vrai que tout change. Mais il faut être présent. Il faut être présent. Et même si on a peur, il faut être présent. Et alors, je sais que des fois, on n'ose pas. Des fois, on va pas être très très proche, mais on va pas oser envoyer un message en disant. Et je pense qu'il faut le faire. Même si c'est une connaissance, et juste, je pense à toi. Et moi, je trouve que des fois, des personnes qui vont être très proches dans la vie vont peut-être pas forcément être là au moment de la maladie. Et puis des personnes qu'on connaît, qui vont pas être des amis, peut-être des copines, on ne sait pas qu'ils vont se révéler être là. Et heureusement que ces personnes sont là. Alors la grande, elle s'en rappelle de sa maman, mais la plus petite, en fait, en parlant avec la maman de Caroline, m'a dit, voilà les photos, mais elle était assez petite quand même quand sa maman est décédée. Mais du coup, il y a des photos et les mamans et les sœurs ont encore des petits objets, des petits sacs, des parfums, tout ça. Donc du coup, elles font vivre la maman à travers ces petites choses-là. Mais après, de souvenirs, moi je sais que l'aînée, en tout cas, elle avait dit, ma maman, elle va me manquer, mais comme elle était malade, c'était très fort et tout, moi, maman, là où elle est, j'espère qu'elle ira mieux. Et l'autre petite, je sais que ça a été différent, c'est que je pense qu'au début, elle n'a pas tout compris ce qui se passait. Après, le papa m'avait dit qu'elle avait fait des cauchemars beaucoup la nuit. Mais je sais qu'alors, avec le papa, je sais pas comment elles en parlent. Je sais que nous, j'envoie des messages au papa, mais je sais pas eux après comment ils en parlent. Mais je sais que pour les sœurs et la grand-mère, en tout cas, des filles, elles en parlent très souvent. Et moi, j'essaye, quand je leur fais des petits cadeaux, des petits messages, qui est toujours dans les livres, toujours un truc un peu de douceur ou ça parle peut-être pas forcément de maman, mais d'un lien même quand la personne n'est plus là. J'essaye toujours de transmettre des petits messages. Moi, mon fils, il avait été très choqué parce que il l'a connu depuis qu'il était né. Et surtout, lui, mon fils, du coup, perd sa tata Caro, c'est je peux perdre maman. Et il a fallu que je gère ça. Et moi, en fait, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je gère sa peur à lui. Et moi aussi, me dire, demain, on peut partir, c'est comme ça. Alors, on le sait, mais quand il y a cet exemple-là, je me dis, moi, demain, je peux aussi avoir un cancer et partir... Et qu'est-ce que je laisse à mon fils? Et ça a été des grosses questions aussi chez moi. Et surtout, je me suis rendu compte que, je pense, la première année après son décès, de peur, je pense que j'ai trop fait avec mon fils. Parce que c'était, si demain il m'arrive quoi que ce soit, au moins on aura fait ça, au moins on aura fait ça. Mais je pense que c'est la peur qui parle, mais en fait, et après, ça s'est remis, ça s'est rééquilibré. Et lui, j'ai beaucoup rassuré. Et je lui ai dit, mais tu sais, les mamans, je lui ai expliqué, on va chez un gynéco tous les ans, voilà. Et j'ai expliqué pour qu'il puisse être rassuré aussi. Bien sûr. Et puis lui, déjà, en plus, à l'école, il avait eu quand il était en CE1, il avait déjà eu un petit copain qui avait perdu sa maman d'un cancer. Et je me rappelle, c'était le choc, mais je pense qu'ils étaient trop petits. Que là, quand Caro est décédée, puis il la connaissait vraiment très bien, ça a été vraiment le choc de sa vie. Enfin, ça a été, mais comment ça? C'est-à-dire qu'on la reverra jamais, mais elle est où? Enfin, puis dire qu'elle avait été incinérée. Oui, c'était compliqué quoi pour lui. Mais j'ai réussi à la rassurer et aujourd'hui, pareil, je lui dis maintenant, tu vois, elle vit à travers ses filles. C'est pour ça que maman lui envoie des petits colis. Et on lui dit quand t'as des petites photos, tu peux me les montrer. Et il faut que ça la rassure, ça lui fait du bien. Ce que je suis heureuse aujourd'hui, c'est que on m'a fait une surprise. En fait, la grand-mère et la sœur, elles sont venues en fait à la boutique avec les filles et j'ai vu les filles très heureuses. Et ça, c'était mon plus grand bonheur. Et oui, et c'est pour ça que je pense que du coup, pour ces enfants-là, il faut, je sais que pour ces filles, elles ont aussi une petite vie magique avec le papa, les tantes, la grand-mère qui essaient vraiment de tout faire. Et moi, mon fils, après cet événement-là, c'est pareil, on a fait plein de choses un peu magiques, remettre un peu de magie, parce que c'est des enfants qui ont vécu la génération du Covid. Là, elles essayent, c'est lourd pour les enfants. Et je pense qu'il faut toujours mettre un peu de magie. C'est hyper important. Oui, je pense que de toute façon, tous les proches qui ont vécu ça pendant ce Covid, c'était terrible, quoi. C'est de se dire...
on peut pas leur dire au revoir, on peut pas. Donc moi tout de suite Cyril m'a dit qu'est-ce que tu veux lui dire? Je lui ai dit à l'oreille, t'inquiète pas. Enfin mais c'est de se dire on est démunis. En fait on est démunis. Et moi j'ai appelé mon médecin, j'ai dit mais je peux rien faire, vous pouvez me faire un papier. Elle me dit mais non mais vous n'êtes pas de la famille. Donc, de toute façon après l'Île-de-France vous serez bloqué, vous pourrez pas passer. Et je pense que c'est encore, enfin, déjà faire un deuil c'est compliqué et alors là c'est vraiment et je pense que toutes les copines hein, de la façon de Caro on a eu énormément de mal à faire notre deuil à cause de ça. C'est de ne pas l'accompagner. Ouais. Par contre, la maman et ses sœurs ont eu une idée génialissime. Pour les 1 an du décès, elles ont dit on va toutes se voir parce qu'on va lui faire un au revoir en fait, mais comme elle aurait aimé. Et du coup, quand on s'est vus, c'était émouvant, mais c'était pas triste à son image. Et 1 an après, la maman nous a accueillis chez elle et on a parlé de plein de trucs, de bêtises qu'elle faisait, de machin, parce que bon, il y en a eu, hein, comme elle était drôle et tout. Et en même temps, on a vu des images émouvantes et tout ça. Mais je pense que c'est pour qu'on lui dise on te laisse, ça y est, tu pars, mais d'une belle manière. Ah bah même à un moment donné, les médecins ils avaient dit c'est un jour sur 3, telle personne. Enfin c'était terrible quoi. Et je sais qu'à un moment donné, quand ils ont vu malheureusement que c'était la fin, ils ont dit bah là non vous pouvez venir ensemble. Et elle a eu quand même voilà sa maman, ses proches. Après elle était plus ou moins consciente. Mais quand elle a eu des petits moments de conscience, en tout cas, moi je sais que le message que je lui ai dit a été transmis. Et voilà, elle est partie en tout cas se sachant aimée et entourée. Voilà, c'est super important et surtout qu'elle s'en soit pas rendue compte. Parce que c'était une maman tellement géniale, je me suis dit, ça a peur, de toute façon c'était partir et laisser ses filles. Et je suis contente qu'elle se soit pas rendue compte de ça. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est de pas se culpabiliser, en fait, d'aller mal, parce qu'on a le droit de pas bien aller. Et moi, c'est quelque chose, en fait, que je me suis pas trop autorisée au début, en me disant je suis effondrée, mais je suis de l'avant. Le pire, c'est pour sa maman, pour son mari, pour ses filles, ses sœurs. Et ma peine, en fait, c'était compliqué à gérer. Mais je voulais être forte. Et en fait, on a le droit de temps en temps de pas être forte. On a le droit de se dire qu'on a de la peine et on a le droit d'être aidé. Et surtout d'être écouté. Il faut trouver aussi, je pense, une personne qui nous écoute. Et alors, voir un psychologue, je pense que c'est indispensable, mais aussi quelqu'un qui va être, même qui n'a pas forcément vécu ça, mais qui va être à l'écoute. Il faut trouver une bonne personne. Et puis après, prendre le temps de réaliser ce qui s'est passé, de prendre du temps pour soi. Parce qu'en fait, c'est une espèce de tempête quand cette maladie et puis quand tout s'arrête, on se retrouve un peu vide et on se dit, mais la personne elle est plus là et nous on se retrouve avec tous nos souvenirs d'enfance parce que moi j'ai l'impression que je suis devenue adulte le jour de son décès. Parce qu'en fait, quand on a des copines qu'on connaît quand on a 15 ans, c'est comme les frères et sœurs ou les cousines. Quand je la vois, j'ai l'impression que j'ai toujours 15 ans. Dans la rue, on a beau t'habiller comme des mamans, maintenant je suis sautée dessus, on criait, c'était notre moyen de communiquer et on s'adorait. Et du coup, je me suis dit, oh, j'ai vieilli. C'était très bizarre, je me suis dit, ça y est, je suis plus dans ces 15 ans, et ça m'a fait quelque chose. Et quand j'ai passé le cap des 40 ans, c'est pareil. Et c'est là que ça m'a fait du bien, je pense, après d'aller voir quelqu'un. C'était des années de lycée, hyper sympa. Puis nous, on a tout fait ensemble. Quand on a eu son permis, le premier trajet, on l'a fait ensemble. On a juste été au bout de Bonne-Vincennes, on avait fait 100 mètres. J'ai l'impression que on est parti en Australie. Mais c'est plein de petits trucs comme ça, tout bête. Mais le premier café qu'on a pris notre argent de poche, ensemble, assis dans un café, on était ensemble, on était hyper fiers. C'était genre, ouais, on est des grandes. Ouais, et c'est tout ça qui part avec elle. Et du coup, moi, je me suis dit, je garde tous ces souvenirs parce qu'à un moment, ces filles vont avoir besoin de tout ça. Et je garde toutes ces bêtises en mémoire parce que je me suis dit, elles vont avoir besoin aussi d'entendre des choses joyeuses de leur maman. Et je pense qu'en plus, ça va être complètement différent parce que la grande, ils ont 3 semaines d'écart avec mon fils, se souvient bien de sa maman. Et la petite, qui a des petits flashs, des petits souvenirs, elle va vraiment, je pense, avoir besoin plus dans le détail. Et moi, j'ai tous les albums photos, moi, que j'ai fait. Donc, c'est-à-dire que, moi, en plus, ce qui était fou, c'est quand elle m'a annoncé sa première grossesse, elle me dit, elle repartait après à l'étranger, elle me fait, oh, faut que je te dise un truc, mais c'est hyper tôt et tout, je suis enceinte. Et je la regarde, je fais, mais moi aussi. Et on s'est mis à hurler toutes les deux. C'était un truc de fou, vous voyez. Et tout ça, il faut que les filles, elles le sachent. Donc ça, je leur dirais. Ouais. Ah ouais, c'est hyper important. Oui. Moi, chaque jour qui passe, parce que je disais à mon fils, il faut dans ta journée, tu as eu un petit plaisir, un petit bonheur. Bon, ça va être bête, hein, c'est manger un petit gâteau au chocolat, écouter une musique que tu aimes et danser. Mais je lui ai dit, il faut toujours que tu sois heureux. Et je lui ai dit, mon fils, c'est compliqué, mais je lui ai dit, si un jour maman elle part, moi j'espère en tout cas que je t'ai donné un socle d'amour assez fort pour que tu sois heureux plus tard. Et je lui ai dit, regarde les filles de Caroline,
évidemment, c'est terrible de perdre sa maman. Regarde comme elles sont heureuses aujourd'hui. Et c'est ce que je te souhaite si ça m'arrive en tout cas. Et alors pour un petit garçon, c'est un peu dur, mais je lui ai dit, il faut que tu sois heureux. Et c'est ça, c'est plein de petits plaisirs du quotidien. Moi, je lui ai fait une petite surprise. Je lui ai dit un jour, un matin, il devait aller à l'école. Et c'était très drôle. Et je lui ai dit, t'es prêt pour aller à l'école? Il me dit, bah oui. Et je pense que c'est venu après le décès de Caroline, tout ça. Parce qu'il y a des choses qui changent. Et je lui ai dit, tu veux aller à l'école? Parce que moi, en fait, je vais prendre un avion. Il me dit, comment ça, tu prends un avion? Je dis, moi, je pars à New York, tu veux faire quoi? Et là, il me fait quoi? Et du coup, on a été à New York. Il considérait mon fils. Et il y avait une église et on a mis une petite bougie pour Tata Caro. On est parti à Hong Kong, on a fait pareil. Et chaque lieu où on va, on lui met sa petite bougie. Et je pense que c'est hyper important. Et c'est les petites folies de la vie, la petite magie. Moi, j'ai été élevée comme ça. Je sais que Karine, elle faisait ça avec ses filles. Et c'est quelque chose que je veux vraiment ancrer aussi pour mon fils au quotidien. Parce que quand on vit des choses dures comme ça, il faut qu'on se rattache à ça. Il faut qu'on ait ces moments de bonheur. Ah oui. Non, mais je voulais vous remercier aussi à tous les deux parce que de donner aussi la parole parce que c'est comme je vous disais que c'est que pour les amis, pour le deuil d'amis, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de témoignages et moi, ça m'a vraiment, j'étais hyper heureuse en tout cas quand vous m'avez recontactée parce que je me suis dit peut-être que quelqu'un verra ma vidéo et que ça lui fera du bien et juste si je peux aider une personne, moi je suis contente, vraiment. Donc merci à vous deux.